Célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Dans ce journal, nous abordons la question sous l'angle de la femme handicapée enceinte. Images donc et commentaires pour vous dans quelques instants. Et puis dans la page politique de ce journal, le CISAG, Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, parle d'un dysfonctionnement désuet de la commission électorale. Le CISAG préconise donc une réforme au sein de l'institution électorale. Et en fin de journal, on parlera du décès de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing. Décès survenu mercredi dernier alors qu'il avait 94 ans. Il est l'un des pionniers de la modernisation de la France. Bienvenue au 13h de Twi TV. Bonjour à vous. Hier 3 décembre, on commémorait la Journée internationale de personnes handicapées. Twi TV s'est intéressé à l'occasion à la prise en charge de la femme handicapée enceinte dans les hôpitaux au Burkina Faso. Dans ce reportage que nous propose Mamidriana Kamabou, le rôle de l'action sociale dans l'accompagnement de la femme handicapée enceinte y est aussi évoqué. Je vous invite donc à suivre ce reportage. Au Burkina Faso, les personnes handicapées et particulièrement les femmes sont confrontées à de nombreuses difficultés liées au déplacement et l'accès aux services sociaux de base comme celui de la santé. Dans l'acquisition des équipements sanitaires, beaucoup de centres de santé ne tiennent pas compte des personnes handicapées, motrices qui représentent 47% selon l'INSD. Et qu'en est-il du centre hospitalier universitaire de Tengadogo? Déjà même pour accéder aux locaux de l'hôpital, on a prévu des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, ce qui permet à la personne de pouvoir accéder aux locaux, ce qui n'est pas le cas dans tous les hôpitaux ni dans tous les bâtiments publics. Donc ça, c'est déjà un plus pour les personnes, les femmes handicapées qui arrivent dans notre hôpital. Il y a également des toilettes adaptées pour les personnes handicapées et les femmes qui arrivent pour un accouchement ou une consultation peuvent bénéficier de cette prestation-là. La loi 012 du 1er avril 2010 portant promotion et protection des personnes handicapées stipule que tous les édifices publics doivent être accessibles et les rampes d'accès doivent être munies de mains courantes et que la pente ne doit pas dépasser 5%. Cette loi, c'est le Hortense Nikema, chef du service social au CHU de Tengadogo, est plus ou moins respecté. Le CHU dispose d'équipements adéquats pour les personnes handicapées. Nous disposons de lits à hauteur réglable, c'est-à-dire des lits électriques dont on peut régler la hauteur pour la mettre suffisamment bas pour permettre à une personne à mobilité réduite de pouvoir monter. Ce n'est pas des lits qui se situent à 1 mètre du sol et qu'on ne peut pas faire baisser. Nous, à l'hôpital de Tengadogo, nos lits sont à hauteur ajustable. Donc ça, c'est vraiment un avantage que les femmes apprécient beaucoup lorsqu'elles viennent pour les consultations ou pour un accouchement. La non prise en compte des personnes handicapées pendant l'accouchement dans le système sanitaire amène ces personnes à prendre elles-mêmes à bras le corps leurs problèmes. C'est le cas de personnes malvoyantes ou encore sourdes-muettes qui sont souvent accompagnées par un membre de sa famille. Au centre hospitalier universitaire de Tengadogo, tout est mis en œuvre pour faciliter l'accouchement de cette couche sociale. Le personnel s'implique particulièrement dans l'accompagnement, dans la prise en charge des patients, parce qu'on fait beaucoup moins appel aux accompagnants que dans les autres hôpitaux. Donc le personnel soignant va beaucoup s'impliquer auprès de la femme handicapée qui est en train d'accoucher pour l'aider, s'il faut l'aider pour la mettre sur le lit, s'il faut lui parler avec le langage des signes. Et une attention particulière est accordée vraiment au confort de la personne, vraiment au respect de sa dignité, pour leur permettre vraiment d'accoucher dans les conditions les plus humaines et les plus dignes possibles. La situation de la femme handicapée enceinte n'étant pas toujours reluisante dans des centres de santé, elle bénéficie souvent d'un accompagnement des services sociaux. L'objectif du service social, c'est de dispenser des prestations sociales pour permettre à ces personnes-là de bénéficier des soins dont elles ont besoin, suivant un coût qui est adapté au budget dont elles disposent.
Donc ça permet par exemple d'alléger les frais liés à l'accouchement, liés aux consultations, etc. Cette prise en charge, selon Hortense Nikema, varie selon le statut de la patiente. En fonction du degré de handicap, on peut accorder une exonération de 50% ou de 75%, voire de 100% des prestations qui sont dispensées. Ça dépend du degré de handicap de la personne et du degré d'indigence. Il y a des personnes handicapées qui arrivent, qui sont suffisamment nanties et qui n'ont pas besoin d'une aide sociale et qui n'en font pas la demande. Et même si on leur propose, ça ne les intéresse pas parce qu'elles disposent des moyens pour se prendre elles-mêmes en charge. Et pour faciliter l'accès aux équipements sanitaires et une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des femmes handicapées, Hortense Nikema, chef du service social au CHU de Tenganogo, souhaite que le développement inclusif, prôné partout, soit pris en compte dans les politiques gouvernementales. Toujours dans l'esprit de célébration de la Journée mondiale des personnes en situation de handicap, une autre équipe de Trui TV met en exergue les réalités que vivent les étudiants résidant dans les cités réservées aux personnes handicapées. Loin d'eux l'idée de se morfondre dans leur centre de vie, ils appellent le département de Séni-Ouédraogo à examiner leur situation afin de favoriser leur insertion professionnelle. Denise Zida, Abdourahim Yényé. Dans cette cité universitaire située à quelques encablures de l'université Joseph Kizerbo, 12 étudiants partagent les locaux de cette villa de 4 chambres. C'est l'une des 2 cités aménagées pour héberger ces étudiants vivant avec un handicap. Selon eux, la cité a été adaptée à leur situation, mais beaucoup reste encore à faire pour améliorer leur cadre de vie. Il faut dire que c'est des villas qu'on a louées, que le CNU a bien voulu louer pour mettre à notre disposition. Donc, il y avait des trucs qu'il faut revoir, donc on a essayé quand même de faire une réadaptation concernant l'accessibilité. Donc bon, on peut dire que ça va. Et il y a le problème d'abord de distanciation, c'est-à-dire que le lieu d'habitation des étudiants handicapés et puis la restauration. Donc ça fait qu'à ce niveau, il y a un peu de difficultés pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer normalement. Donc, mais comme je disais tout à l'heure, on vit ensemble, on est en famille, on vit en société. Donc, c'est main dans la main. Ceux qui peuvent le faire, le font pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Ces étudiants bénéficient aussi de la solidarité de certains de leurs camarades ou voisins pour accomplir certaines tâches. Nous sommes des voisins. Voilà, ils sont là en cité ici. Des fois, on vient, si on a des petites difficultés, des petites préoccupations, comme ils sont un peu des handicapés. Voilà. Donc, on vient souvent les aider à faire des choses. Voilà, on peut les aider des fois à transporter des matériels, voilà, vu leur handicap. Bon, voilà. Pour améliorer leurs conditions, le Centre national des œuvres universitaires CNU prend désormais cette frange de la population en compte dans ses actions. En perspective, nous avons l'idée de pouvoir héberger tous les étudiants ensemble dans les mêmes cités universitaires. Et lorsque vous prenez des cités actuelles comme la cité qui se situe à l'université Thomas Sankara, tout le dispositif est prévu pour héberger les étudiants en situation de handicap, notamment les toilettes, notamment les rampes d'accès et d'autres commodités. Donc je pense qu'à partir de maintenant, toute construction prend en compte effectivement les handicaps. En attendant la réalisation de ces cités pour accueillir tous les étudiants, ceux vivant en situation de handicap continuent de vivre dans leur villa, mais loin d'eux l'idée de se sentir exclus. D'abord, les cités universitaires ne sont pas adaptées en général aux personnes handicapées. Voilà, il y a des trucs en niveau. Même quand vous arrivez, c'est des escaliers, l'accessibilité est un peu difficile. Et puis aussi, le problème se posait au niveau des déplacements. Vous savez que la plupart des cités sont éloignées de l'université. Et vous savez aussi que les bus ne sont pas adaptés aux personnes handicapées. Et ce n'est pas toutes les personnes handicapées aussi, étudiants handicapés bien sûr, qui ont des moyens de déplacement. Donc,
c'est pourquoi nous avons voulu qu'on trouve quand même des lieux d'habitation plus proches de l'université. Donc à ce niveau, bon, c'est exclusif, mais bon, on peut dire que c'est un peu acceptable. Le problème majeur des étudiants vivant avec un handicap reste l'accès à l'emploi. Il lance alors un appel au ministère de la fonction publique pour le lancement des concours directs à eux réservés. Des concours qui devraient se tenir dans le mois d'octobre dernier, selon le président de l'Association des élèves et étudiants handicapés. Dans le secteur de la santé, c'est parti pour la deuxième campagne Vitamine A+. Top de départ donné hier au CSPS de Wayalgan par la ministre de la Santé Claudine Lougué. Cette campagne au profit des enfants âgés de 6 à 59 mois va intégrer le déparasitage et le dépistage de la malnutrition chez ces enfants. Sanata Seri. Plus de 3 millions d'enfants sont visés à travers ces journées Vitamine A+, sur l'ensemble du territoire burkinabé. Lancée ce 3 décembre, cette deuxième campagne 2020 de supplémentation en vitamine A vise à lutter contre la carence des micronutriments chez les enfants, notamment ceux âgés de 6 à 59 mois. Et la vitamine A permet de renforcer l'état immunitaire de l'enfant. La vitamine A d'autres vertus, beaucoup d'autres vertus, dont l'amélioration de la vision, mais surtout le but poursuivi, c'est améliorer l'état immunitaire de l'enfant pour lui permettre de lutter contre les infections, ces infections qui augmentent la mortalité infantile. Le ministère de la Santé s'est engagé à améliorer de manière drastique la santé de la mère de l'enfant, et du jeune enfant et du nourrisson et de l'adolescent. Et dans cette stratégie, nous avons développé des actions dont l'impact est visible et immédiat. La ministre de la Santé se dit satisfaite des résultats des premières journées Vitamine A+, et a invité les agents de santé à maintenir le cap pour cette deuxième phase de la campagne. Cette campagne de supplémentation en vitamine A+, c'est aussi le dépistage de la malnutrition chez ces enfants, suivi d'un déparasitage. Les parasites, vous savez, sont à la base de beaucoup de choses, et dont également la réduction de l'état immunitaire de l'enfant. Nous dépistons également, vous avez vu, la malnutrition qui peut s'installer de manière chronique ou de manière aiguë. Et donc, en prenant le périmètre brachial, on mesure le périmètre pour savoir si l'enfant est dans la bande verte. C'est bon, et tous les enfants que nous avons vus depuis ce matin sont heureusement dans la bande verte. Si l'enfant est dans la bande jaune, c'est comme les feux rouges et les feux tricolores, c'est une alerte. La campagne est prévue du 3 au 6 décembre 2020 en milieu urbain et du 3 décembre 2020 au 2 janvier 2021 en milieu rural. Cette campagne bénéficie du soutien technique et financier des partenaires du ministère de la Santé, à savoir l'UNICEF et Hélène Keller International. Et puis, je vous le disais en titre, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG, face à la presse hier, a appelé à une réforme de la Commission électorale nationale indépendante CENI, et ce, avant les prochains scrutins. Le CISAG également a donné sa lecture sur les élections couplées du 22 novembre dernier. Fatima Tenikima. La Commission électorale nationale indépendante CENI, pointée du doigt par le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG après l'organisation du double scrutin du 22 novembre. Selon le premier responsable de cette organisation, la CENI n'a pas été à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée, une position qu'il défend avec des chiffres. Sur un potentiel électoral de plus de 10 millions de personnes pour une population de plus de 21 millions d'habitants, un peu plus de la moitié a pu être enrôlée sur les listes, puis apurée et avalisée par un audit international dont les résultats nous ont tous été communiqués. In fine, ces chiffres s'est progressivement réduit comme une peau de chagrin en descendant autour de 5 millions pour enfin constater que seule une petite moitié des électeurs a pu effectivement voter selon la CENI elle-même. Pour remédier à tout ce qui a pu être constaté comme imperfection lors des dernières élections, le CISAG appelle à une réforme urgente de la CENI. Nous réitérons notre appel à une réforme urgente et impérieuse de la CENI, dont le modèle nous semble être visiblement dépassé. En effet, en 22 ans d'expérimentation souvent laborieuse, comme c'est le cas présentement, l'heure n'est-elle pas venue de considérer les choses à leur juste valeur
et d'accepter humblement d'apporter des réglages à la machine en lui assurant une maintenance dont elle a visiblement besoin sans aucun doute. Le CISAC s'est réjoui de la tenue des élections tout en légitimant les résultats provisoires de la CENI. Selon son président, les désagréments rencontrés lors de la tenue de ces élections n'entachent en rien la crédibilité du scrutin. Il estime également que la CENI n'a pas joué son rôle de conscientisation de la population en matière d'élections. Conférence de presse conjointe des organisations de la société civile, Observateurs sans frontières et le Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Ces OSC ont présenté leurs conclusions sur l'observation des élections. Elles ont déployé 238 observateurs accrédités dans toutes les régions du Burkina. Ces derniers ont noté des insuffisances qui, selon eux, ne souillent pas les résultats provisoires de la CENI. On écoute Labidi Naba, le président de Observateurs sans frontières. Il est au micro de Michael Tougri. Nous demandons à la CENI d'appliquer l'article 50 du Code électoral par la mise à jour annuelle du fichier électoral pour son actualisation permanente. Éviter la complaisance dans le choix des agents électoraux. Organiser les listes électorales de manière alphabétique. Afficher systématiquement les listes électorales à l'entrée des bureaux de vote. À l'endroit de l'État, nous demandons de mettre en place une CENI professionnelle par l'emploi et la formation d'un personnel conséquent, de renforcer les capacités opérationnelles de la CENI par une mise à disposition des ressources à temps, poursuivre davantage la lutte contre l'insécurité afin de garantir à toutes les populations du Burkina leurs droits civiques, leurs droits de vote lors des élections, par exemple à venir, les élections municipales de 2021. À l'endroit des candidats, des partis politiques et des regroupements d'indépendants, nous leur interpellons dans le sens de mener des activités hors campagne électorale afin de sensibiliser leurs militants et militantes sur leur programme de société et les former à la connaissance des processus électoraux et des votes. Former leurs délégués conséquemment afin qu'ils puissent défendre les intérêts du parti ou du candidat dans les bureaux de vote. Toujours avec Michael Tougri, on parle de littérature cette fois-ci. Pour sa première œuvre littéraire, le journaliste Lukman Sawadgo se penche sur la question de la réconciliation nationale. Se réconcilier ou périr, chronique d'une nation en sursis. C'est le livre du journaliste. Livre dans lequel Lukman Sawadgo dépeint la situation d'une nation burkinabé à la croisée des chemins et qui doit faire face à des groupes armés contrôlés et incontrôlés. Suivez. Quand vous regardez la carte, il n'y a pas un espace où l'État existe en réalité. C'est une première de couverture qui plante le décor de l'œuvre littéraire de Lukman Sawadgo. Se réconcilier ou périr, chronique d'une nation en sursis pour l'activiste des droits humains en faisant le procès du présent et en se projetant vers le futur. Il y a des incertitudes et on ne peut que se poser moult questions. Le rouge que vous voyez représente les différents groupes terroristes au Burkina Faso, donc qui encerclent le Burkina en quelque sorte. À l'intérieur, vous avez la partie jaune qui représente donc les Dozo que vous connaissez, et vous avez la partie orange qui représente les Kogolweogo et les VDP. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres groupes qui sont par exemple SS, donc l'Alliance du Salut pour le salut du Sahel. Et vous avez Dan Amasagou également. Je vous invite à la réflexion et je vous invite à l'analyse. Est-ce qu'il existe un seul pays au monde où l'entièreté du territoire est occupée par des groupes armés autonomes, donc qui n'appartiennent pas à l'État, qui ne sont pas sous contrôle de l'État? Pour l'écrivain et journaliste, le Burkina Faso est dans une phase de sursis. Il faut que les Burkinabés se parlent et se réconcilient pour sauver le pays. Selon Lukman Sawadgo, son œuvre se veut un livre mémoire d'interpellation sur l'urgence de la réconciliation nationale. Que chaque groupe ici
en dehors bien sûr des groupes terroristes, chaque groupe ici est adossé soit à un groupe ethnique ou soit à une ethnie donnée. Donc le Dozo, vous savez, c'est l'ouest, mais le Kolero, c'est le centre. Vous avez aussi ASS, qui est donc connotation Peul. Et vous avez les VDP désormais. Si nous n'arrivons pas donc à créer des conditions pour qu'il y ait une nation réelle, qu'il y ait une cohésion nationale entre les communautés, alors ça peut déboucher évidemment sur des crises. Pour Lukman Sawadogo, il faut éviter que le sursis ne se transforme en une réalité. S'elle venait à se produire, pourrait être chaotique pour le Burkina Faso. Pour parvenir à cette réconciliation nationale et donc éviter de périr, Lukman Sawadogo propose la voie de la justice transitionnelle. Jour J-7 du 11 décembre 2020, tout est fin prêt pour garantir une bonne célébration de la fête de l'indépendance. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre en charge de l'administration territoriale Siméon Sawadogo lors d'une conférence de presse tenue hier dans la ville de Banfora. La correspondance de Joseph Koudgou. Tout est fin prêt pour la célébration du 11 décembre 2020. C'est le bilan que dresse le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. À travers ce point de presse dans la cité du paysan noir, Siméon Sawadogo a fait le point des préparatifs de la célébration du 60e anniversaire de la fête nationale du Burkina Faso. Des infrastructures nécessaires pour la célébration de cette fête nationale de l'indépendance à Banfora, à savoir la salle polyvalente, l'axe du défilé, la place de la nation, quelques artères de la ville de Banfora, de Sendou, de Niawologo, ainsi que des forages positifs sont totalement achevés. Quant au stade régional, il est en cours de finition et sera prêt pour accueillir la finale de la Coupe de l'Indépendance prévue pour le 10 décembre. Pour cette édition 2020, le coût total des infrastructures réalisées par l'État et l'ensemble de ses démembrements dans le cadre du 11 décembre dans la région des Cascades s'élève à plus de 30 milliards de francs CFA. De 42,1 km bitumés sur l'itinéraire à Banfora, de 5,7 km sur la route de Sendou, et nous avons également de 5,5 km sur la route de Niangologo. L'ensemble de ces réalisations au niveau on sont à un taux physique de 92% pour ce qui concerne les infrastructures routières. Une célébration qui est placée sous le thème cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19. Un thème plus que d'actualité selon Siméon Sawadogo. C'est un thème plus que d'actualité qui revêt un caractère multidimensionnel en ce sens qu'il appelle à une union sacrée et une cohésion de toutes les filles et tous les fils du pays des hommes intègres. En outre, le thème du 11 décembre 2020 invite à un sursaut patriotique national au regard des nombreux défis à relever, notamment la lutte contre le terrorisme, le combat contre la pandémie de la maladie à coronavirus et la relance économique dans ce contexte si particulier. Le ministre a par ailleurs indiqué que le reste des travaux se poursuivra conformément au délai contractuel des entreprises. Il rassure également que le comité national d'organisation veille au grain pour que les ouvrages soient de bonne qualité afin que les infrastructures profitent à la région des Cascades plusieurs années après les festivités. Direction Mali où se tiendra demain 5 décembre la deuxième audience publique de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Audience au cours de laquelle 12 victimes choisies sur des milliers témoigneront des atrocités qu'elles ont subies lors des différentes crises maliennes depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. En prélude à l'organisation de la deuxième audience publique, les responsables ont tenu une conférence de presse mercredi dernier pour décliner les grandes lignes de l'activité. Correspondance Bourema Solo. Deuxième du genre, l'audience publique de samedi 5 décembre prochain a pour objectif de rétablir la vérité et d'exprimer la reconnaissance de l'État envers les victimes de toutes les crises maliennes de l'indépendance à nos jours. Face à la presse, le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation du Mali, Ousmane Oumarou Sidibé, est revenu d'abord sur les résultats de la première audience tenue le 8 décembre dernier. Je crois que la première audience a été positivement accueillie par notre population, a beaucoup ému les Maliens
et même au-delà de nos frontières. Je crois que ça a permis aux victimes de sentir qu'elles ne sont pas oubliées, que la nation malienne entière compatit à ce qui leur arrivait. Et je crois que de tous les échos que nous avons eus sur cette audience publique par rapport à nos autres collègues des commissions vérité, ça a été une véritable réussite. 12 victimes sont choisies pour cette audience. Elles vont dire ce qu'elles ont subi. Ces victimes représentent toutes les autres dont les dépositions ont été recueillies à la Sévigère. Nous avons 12 victimes qui vont passer pour une journée, et ça va nous prendre de 9h jusqu'à 18h, 19h. Elles sont représentatives de tous les types de violations qui sont dans ce thème-là, c'est-à-dire les assassinats et meurtres, les cas de, par exemple, Sobané et Ogosagou, les cas de traitement cruel, inhumain et dégradant. Je parlais du cas du bagne de Taoudani qui est très représentatif vraiment de ces traitements, et aussi de certaines victimes qui ont malheureusement été torturées par les personnes qui les ont arrêtées. La commission Vérité, Justice et Réconciliation du Mali a été mise en place en 2015 en vue de reconnaître les victimes des différentes crises du pays et apporter des réparations pour ces victimes. Rappelons toutefois que ces audiences de la Sévigère ne sont pas judiciaires. Décès mercredi dernier de l'ancien président français Giscard d'Estaing à 94 ans. Depuis que la nouvelle a été donnée, on assiste à une vague d'hommages. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont été les premiers à réagir à cette nouvelle. Ils ont rendu hommage à celui qui, en son temps, a participé à moderniser et transformer la France. Une pluie d'hommages en France ce matin pour Valéry Giscard d'Estaing. La mort du troisième président de la 5e République française, européen convaincu et modernisateur de la société dans les années 70, laisse peu de monde indifférent. Valéry Giscard d'Estaing avait 94 ans, lucide jusqu'au bout. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques, dont une dernière fois mi-novembre. Sa famille a annoncé sa mort hier soir dans sa propriété d'Auton dans le Loir-et-Cher, expliquant qu'il était décédé des suites du Covid-19 et que ses obsèques se dérouleraient dans la plus stricte intimité. Dès l'annonce de la nouvelle, les députés français en session à l'Assemblée nationale ont observé une minute de silence pour celui qui a dirigé la France de 1974 à 1981. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, a ensuite exprimé son émotion par le biais de Twitter. Selon lui, l'idéal européen perd l'un de ses fondateurs, la France, un président qui lui a apporté modernité et audace, majorité à 18 ans, légalisation de l'IVG. Les deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, lui ont aussi rendu hommage. Nicolas Sarkozy a salué un homme qui a fait honneur à la France, tandis que François Hollande a regretté que la France perde un homme d'État qui a fait le choix de l'ouverture au monde et qui pensait que l'Europe était la condition pour que la France soit plus grande. Il voyait en Valéry Giscard d'Estaing un président résolument européen, mais qui n'a pas toujours été compris. Dans la nuit, l'actuel président français Emmanuel Macron a rendu public un communiqué saluant un chef d'État dont le septennat transforma la France. Les orientations qu'il avait données à la France guident encore nos pas. Serviteur de l'État, homme politique de progrès, de liberté, sa mort est un deuil pour la nation française, a-t-il écrit. L'une des dernières apparitions publiques de VGE remontait au 30 septembre 2019 pour les obsèques à Paris de Jacques Chirac, qui fut à la fois son Premier ministre, puis à son tour plus tard l'un de ses successeurs à la tête de l'État. C'est tout pour votre 13h du vendredi 4 décembre 2020. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. Je vous retrouve demain avec un plus grand plaisir pour le dernier 13h télévisé de la semaine. Prenez soin de vous.